Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux espaces agricoles dont on va voir aujourd'hui la géographie et les dynamiques. Alors, cette carte on l'a déjà vue et je voudrais qu'on s'arrête à nouveau dessus. Donc, dans une première partie du cours, je vous avais parlé de ce qu'était l'agriculture vivrière, d'accord, qui est destinée à la consommation locale, c'est-à-dire une agriculture qui nourrit les paysans qui la pratiquent et qui permet de nourrir le village autour duquel elle se fait, d'accord. Et quand on a des surplus, on a produit un peu plus que ce dont on a besoin, on va le revendre dans des petits marchés, d'accord, des petits marchés locaux. À côté, l'agriculture qui nous concerne nous plus directement, qui est l'agriculture commerciale. C'est-à-dire c'est une agriculture où on a des exploitants agricoles qui utilisent des machines et des produits chimiques, qui produisent des quantités énormes de nourriture et qui la revendent dans les villes pour nourrir ces villes. Je vous ai déjà expliqué, rappelez-vous, qu'avec l'urbanisation, on est de plus en plus nombreux à vivre et travailler dans les zones urbaines, on est de moins en moins nombreux à travailler dans l'agriculture, et c'est parce que l'agriculture moderne est très performante en termes de machines et de rendement qu'elle peut nous permettre de vivre ainsi. Alors, je voudrais commencer par regarder cette courbe. Cette courbe, on a ici, on a comment dire, le nombre d'urbains dans le monde, c'est-à-dire de gens qui vivent en ville, d'accord, et le nombre de ruraux, c'est-à-dire de gens qui vivent en campagne. Et vous voyez qu'il y a quelques années, les deux courbes se sont croisées, ça signifie quoi? Et bien qu'on est rentré dans un monde où on a plus de gens à vivre dans une ville qu'à vivre en campagne. Et si on regarde les projections qui sont faites par les Nations Unies, et ben d'ici 30 ans, on aura presque 6 milliards de personnes dans les villes pour 3 milliards de personnes en campagne. Donc on aura un tiers de gens dans les villes, dans les campagnes, pardon, et deux tiers de gens dans les villes. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 50%. Donc ce qui signifie qu'on va avoir besoin de nourrir de plus en plus de gens, d'accord, et qu'on aura de moins en moins de personnes pour le faire. Sachant que dans ces ruraux-là, vous, vous doutez bien, les gens qui sont dans les campagnes font autre chose maintenant. Si on prend le cas de la France, les gens qui habitent à la campagne, bah, ils ont une voiture, ils peuvent très bien travailler en ville ou ailleurs, mais ils ne sont pas forcément agriculteurs. Donc on a aussi une modification du mode de vie dans les campagnes. Alors pourquoi je vous parle de ça? Bah parce que avec le développement des villes, il faut nourrir de plus en plus d'individus. Et vous voyez là, bon, on a une photographie de Lagos dont on a déjà parlé. Et ben, les gens qui vivent à Lagos, on a vu les métiers qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient vivre, mais ce qu'on est sûr, c'est que tous les matins, ils ne vont pas cultiver leur champ, simplement parce que vous voyez bien sur cette photo, il n'y a pas de champ. Donc la nourriture doit venir d'ailleurs. Alors ça, vous reconnaissez, hein, c'est un désert, on en a parlé lors du chapitre consacré aux espaces à fortes contraintes. Alors c'est pas ici qu'on va faire de l'agriculture. J'imagine déjà les mains qui se lèvent, vous me dites oui mais monsieur, on avait travaillé sur l'Arabie Saoudite, on avait vu dans le désert d'Arabie, on peut faire des forages, amener de l'eau, faire de la tomate, etc. Oui, mais vous savez très bien que c'est très minoritaire, et s'ils peuvent faire ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent du pétrole à côté. Je peux vous assurer que si vous voulez vous lancer dans l'exploitation agricole, vous n'allez certainement pas chercher un désert chaud comme ça et un désert de sable. C'est pas pratique. Alors là, vous reconnaissez aussi, hein, ce sont les contreforts de l'Himalaya. Là encore, pour faire de l'agriculture, c'est difficile. Vous allez me dire, oui, mais on avait vu dans un village, on peut aménager des terrasses. Oui, mais si vous avez une centaine d'habitants qui travaillent tous dans l'agriculture, vous pouvez effectivement avoir des terrasses et faire un peu d'agriculture. Mais là, on est dans de l'agriculture traditionnelle, pas moderne. Vous n'allez pas nourrir les millions de gens qui habitent dans les grandes métropoles d'Inde avec ça. Là, c'est la Yakoutie, on en a parlé, vous vous souvenez, c'est en Russie. Alors bon, vous pouvez élever des rennes, mais vous n'allez pas élever des bœufs et encore moins des moutons. Et pour ce qui est de faire pousser des tomates ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Donc, dans les espaces à forte contrainte, c'est pas possible. Mais il nous reste quoi? Eh bien, les forêts. Les grandes forêts, vous vous souvenez, les grandes forêts, on a vu déjà précédemment cette année, on en trouve en Amazonie, dans le bassin du Congo et dans les archipels, dans les îles d'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire en fait, les grandes forêts, elles sont situées où? Bah, au niveau de l'équateur, ce sont les fameuses forêts équatoriales. Et ça, malheureusement, et ben, comme on a besoin de nourrir de plus en plus de gens sur Terre, il faut qu'on défriche. C'est-à-dire qu'on défricher, ça veut dire enlever des arbres, hein, détruire de la forêt, d'accord? Et ben, il faut qu'on défriche de la forêt pour en faire des exploitations agricoles. On va commencer par un premier cas ici. Vous voyez là, cette grande île, elle s'appelle Bornéo. Et on va aller voir exactement pourquoi on va aller voir Bornéo. On parlera ensuite du bassin du Congo. Bassin du Congo, je viens de vous montrer la photo. Ça, c'est un exemple.
bassin du Congo, vous avez un grand fleuve et puis vous avez des millions et des millions d'hectares de forêt. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un front pionnier. On en a parlé quand on a travaillé, parce qu'on a travaillé sur le Brésil, on a vu celui-là, on y reviendra. On va commencer par Bornéo. Alors Bornéo, vous voyez, c'est une très grande île dont les paysages sont absolument magnifiques. Pour le tourisme, c'est vraiment le paradis sur Terre. On y trouve même une faune et une flore incroyables, puisque c'est une île où les orang-outans vivent en liberté, donc il fait beau, il fait chaud, il y a une végétation luxuriante, la vie ne demande qu'à pousser, à s'exprimer. Simplement, Bornéo, pour se développer sur cette île, le gouvernement du pays a décidé qu'on allait faire de l'agriculture moderne, donc on défriche. Alors vous voyez, à partir de là, 1950, toute l'île quasiment était intégralement couverte de forêt. En 1985, on avait déjà, dès que c'est blanc, ça veut dire qu'on a rasé de la forêt, d'accord? Et quand c'est vert, c'est qu'il y en avait. Entre 85 et 2020, qu'est-ce que vous constatez? Que la grande majorité de la forêt de Bornéo, qui était de la forêt tropicale, la forêt primaire, avec des espèces animales et végétales incroyables qui vivaient là, tout ça a été rasé. Rasé pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui on a 44% de forêt à Bornéo, en 2010, pardon. Aujourd'hui on doit être tombé à 35%, d'accord? Il n'y a plus qu'un tiers de la forêt originelle. Je vous laisserai regarder un peu les pourcentages de ces chiffres, là vous voyez ce qui est détruit. Voilà pourquoi on l'a détruit, pour y faire des plantations. Des plantations de quoi? D'arbres, d'un arbre qui s'appelle le palmier. Alors, il y a plein de variétés de palmiers. Et là, ce qu'on cherche à produire, c'est de l'huile de palme. Et oui, avant ça, c'était de la forêt primaire où vous pouvez avoir des orang-outans, tout ce que vous voulez. Ça a été rasé, on y fait des routes et on y met des arbres. Vous voyez, en fait, tous ces chemins-là, c'est pour planter des arbres de part et d'autre des routes. Et le type d'arbre qu'on plante, c'est pas des arbres qui poussaient là naturellement et qui sont intéressants parce qu'ils vont amener une biodiversité. Non, pas du tout. Ce qu'on appelle de la monoculture. Je rajouterai ce terme à la trace écrite. Monoculture, c'est culture d'une seule espèce ou d'une seule variété de plantes. D'accord? En l'occurrence, ça, ce sont des dattes, vous voyez. Ça, ce sont des dattes. D'accord? Et c'est qui permettent de faire de l'huile de palme. Puisque l'arbre qu'on plante, c'est l'huile de palme. Et le palmier à huile, en fait, il vous donne un fruit qui ressemble à la datte. Ce n'est pas exactement des dattes d'ailleurs. Et avec lequel vous faites une huile. Et cette huile, vous savez, comme l'huile de colza, de tournesol, etc., c'est une huile végétale qui est très utilisée dans l'industrie agroalimentaire, c'est pour faire des aliments. Alors je vais vous mettre juste après, vous allez voir une photo avec quelques aliments qui contiennent de l'huile de palme. Vous verrez qu'en réalité, vous pouvez étendre ça à tout. L'huile de palme, il y en a absolument partout, dans tout ce que vous aimez. On l'utilise pour tout et n'importe quoi parce que c'est très gras. Donc en fait, ça plaît à la bouche et ça fait que on trouve ça bon. Donc vous pouvez regarder cette image. En gros, si vous avez mangé un seul de ces aliments dans votre vie, et on est bien d'accord qu'il y en a bien plus qu'un que vous avez déjà mangé, et si vous aimez ça, vous aimez l'huile de palme, et l'huile de palme, pour la faire pousser, c'est dans les climats tropicaux, et il n'y a pas des mille manières, on rase de la forêt, on plante des palmiers à l'huile. Donc vous voyez, il va aussi falloir qu'on réfléchisse à changer notre manière de se nourrir. Est-ce qu'on mange? On mange trop gras, on mange des mauvaises graisses, et à cause de ce qu'on mange et de ces produits qui sont entre guillemets pas naturels parce qu'ils sont tirés de l'industrie, vous voyez, ces produits qu'on trouve si cool et si géniaux, à cause de ça, on rase de la forêt. Et je veux dire, on est en train de détruire une partie de la planète pour ça. Peut-être qu'on peut manger autrement des choses qui poussent chez nous et qui soient plus respectueuses de l'environnement. Donc voilà, vous voyez, pour l'huile de palme à Bornéo. Maintenant, on va aller voir au Brésil. Alors le Brésil, on a fait une étude là-dessus. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur cet état qui est le Mato Grosso, sur lequel on trouve aussi un front pionnier. Alors le front pionnier, je vous ai dit, c'est quand on défriche, c'est-à-dire on rase de la forêt, d'accord, de la forêt primaire, de la grande forêt, comme la forêt amazonienne, et à la place, soit on fait de l'agriculture extensive, c'est-à-dire on va faire des plants de soja, du blé, ou alors on va faire des herbages pour avoir des millions et des millions de vaches qui vont pouvoir paître ici, et comme ça on pourra vendre, les Brésiliens peuvent nous vendre, parce que pareil, ils exportent massivement. Ils exportent quoi? Du bœuf et du soja. Vous voyez, agriculture commerciale, elle est là en jaune. Élevage extensif, vous avez ici. On rase la forêt pour faire quoi? Effectivement, de l'élevage extensif et de l'agriculture commerciale. Pour le vendre dans les pays du Nord, on avait vu ça dans l'activité sur le Mato Grosso, ce qu'on appelle les exportations. Je vous invite à retourner la voir, vous vous souvenez, on avait un travail à faire là-dessus. Vous pourrez la retrouver, cette activité, si vous allez voir aux pages 256, 257, 258 et 259 de votre manuel.
Donc la déforestation avance, vous voyez, hein. Ce sont les fameux fazenda, on en avait parlé du Brésil, ces grandes fermes modernes, ben, on rase de la forêt, et soit on fait des prairies, soit on fait pousser autre chose pour le vendre. Donc cette agriculture moderne, si vous voulez, si on n'était que 500 millions ou 1 milliard sur Terre, en fait, elle ne poserait pas de problème, parce qu'on aurait des petites surfaces très cultivées, et il n'y aurait pas de souci. Le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux, on mange de plus en plus de viande, et on veut de plus en plus de sucre et de produits gras qui nécessitent entre autres de l'huile de palme. Bon, bah pour ça, il faut raser la forêt. Pourquoi il faut la raser là-bas et pas ici? Parce que ça pousse pas dans nos climats, d'accord? Et que nous, eh ben effectivement, les terres agricoles, elles ont déjà été mises en valeur. On a déjà utilisé notre potentiel agricole, en France ou en Europe. Alors voilà la trace écrite pour ce cours, hein. Dans le monde, on a un peu moins d'un homme sur deux qui habite à la campagne, d'accord? Et donc je précise, c'est un homme sur deux, donc c'est un singulier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de que habiter, le verbe, c'est pas ENT, c'est pas avec deux qu'on accorde, mais avec un. C'est un homme sur deux qui habite à la campagne, d'accord? Donc dans les pays développés, la plus grande partie des habitants vit en ville, tandis que dans les pays en développement, qu'on va trouver en Asie, en Afrique et en Amérique latine, c'est les pays dont la population urbaine augmente, hein. Souvenez-vous, on en a parlé déjà. La majorité de la population vit à la campagne, toutefois l'exode rural fait augmenter la population urbaine, et de nouvelles logiques se mettent en place. De moins en moins de gens travaillent dans l'agriculture, il faut nourrir de plus en plus de personnes. Alors chez nous, ben effectivement, les terres agricoles sont déjà mises en valeur, d'accord? Les espaces à très forte contrainte, eh ben, on ne peut pas les mettre en valeur pour l'agriculture, c'est pas facile. Les déserts, vous n'allez pas faire d'agriculture moderne dans les déserts chauds ou froids ou les montagnes. Donc qu'est-ce qui reste? Les forêts qui sont de plus en plus menacées, ce que je vous ai montré. Donc on voit des fronts pionniers qui se développent, d'accord, et qui détruisent des espèces animales et végétales. Donc la déforestation, c'est une menace, d'accord, pour notre planète, et il faudra changer notre manière de faire de l'agriculture. Voilà, je rajouterai juste une petite ligne sur la monoculture dans cette partie-là. Et c'est pas menacé, mais menacé, bien sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous mettrai un quiz et puis une petite activité à faire. Il faudra, je vous donnerai en classe la carte pour que vous l'ayez avec cette partie du cours. Donc pensez à laisser de l'espace en dessous. Merci beaucoup, au revoir.